Bonjour Olivier Dussopt. Bonjour. La Première ministre Elisabeth Borne a appelé plusieurs leaders syndicaux ce week-end, ceux de Force ouvrière, de la CFDT notamment. Qu'est-ce qu'elle leur a dit ? Nous sommes dans notre rôle, la Première ministre et moi-même, d'essayer de garder des contacts, de voir quelle est l'étape de mobilisation que les organisations syndicales veulent préparer. Rappeler aussi que le texte que nous présentons, celui que je défends à l'Assemblée, est un texte qui fait suite à de nombreuses concertations avec avec les organisations patronales, avec les forces politiques. Et rappeler, parce que je crois que c'est toujours nécessaire, qu'entre le texte que nous aurions pu présenter il y a 6 mois et le texte que nous défendons, il y a de nombreuses modifications qui sont nées de cette concertation. Tous les syndicats ont été appelés. Philippe Martinez disait hier soir qu'il n'avait pas reçu de coup de fil. Comment ça se fait ? La réponse est dans votre question. La Première ministre passe un certain nombre d'appels et elle est libre de passer les appels qu'elle souhaite dans l'ordre qu'elle souhaite, tout simplement. Mais vous aussi, vous êtes libre de passer des appels. Bien sûr, vous n'en avez fait aucun. et avec un certain nombre aussi de responsables politiques. Mais nous avons un certain nombre de contacts. Il y a des contacts qui sont publics, d'autres qui sont plus informels. Ça fait partie du débat. Mais par exemple, pourquoi appeler Laurent Berger et pas Philippe Martinez ? Vous demanderez à la Première ministre. Je ne suis pas là pour faire le choix de son agenda. L'essentiel, c'est de garder des contacts et de continuer ce débat-là. Non, la question est de savoir c'est si vous essayez de fissurer en fait le front syndical. Non, vous essayez de négocier avec certains et pas avec d'autres. Ça n'est pas la question. Vous savez, on n'est pas dans une logique d'affrontement, dans une logique de bloc à bloc. On est dans une logique qui consiste à porter une réforme et à continuer à expliquer que cette réforme est à la fois nécessaire, que c'est un effort que nous demandons aux Français, mais que nous veillons à ce que cet effort soit le plus justement réparti. Après la manifestation de samedi, une nouvelle mobilisation est prévue jeudi. Les syndicats appellent même à mettre le pays à l'arrêt le 7 mars. Est-ce que ça vous inquiète ? Je ne sais pas si nous devons être inquiets ou pas. C'est un mot d'ordre qui est parfois un peu surprenant. Nous avons toujours considéré que le propre de la démocratie sociale, le propre de la démocratie tout court, c'est que les désaccords puissent s'exprimer, que les opinions puissent s'exprimer sans qu'il y ait de blocage. Parce que les blocages viennent gêner, viennent empêcher. Ils ne disent pas blocage, ils disent mise à l'arrêt, c'est dire on n'est pas d'accord. Ça y ressemble un petit peu. On baisse le rideau pendant 2 heures. Mais nous verrons ce qu'il en est le 7 mars. D'ici là, nous avons un débat parlementaire, débat qui a commencé il y a une semaine à l'Assemblée, débat qui va reprendre cet après-midi toujours à l'Assemblée pour une semaine encore. Et je ne forme qu'un vœu au début de cette deuxième semaine, c'est que nous puissions enfin parler du fond. Puisque nous n'avons pas véritablement parlé de fond. Depuis une semaine, nous sommes face à une obstruction systématique de la coalition autour de la France insoumise, avec soit des amendements de suppression alinéa par alinéa, soit des amendements qui sont des amendements de pure obstruction, consistant à supprimer là une disposition technique, là une autre, sans jamais en parler, mais simplement pour ralentir les débats, voire des provocations. Moi, je n'aspire qu'à une chose, c'est parler du fond, qu'on puisse parler d'âge, qu'on puisse parler de pénibilité, qu'on puisse parler de protection de ceux qui ont commencé à travailler tôt. Pourquoi vous ne changez pas l'ordre des articles, par exemple passons directement à l'article 7, celui qui concerne les 64 ans. Nous examinons un projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif. Et un projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est fixé par une loi organique. Il y a une première partie sur les recettes. Et en l'occurrence, ça concerne les 6 premiers articles. Puis il y a une deuxième partie sur ce qu'on appelle les dépenses, qui commence à l'article 7, qui concerne justement l'âge de départ et ses aménagements. Et donc, il y a une nécessité organique fixée par la loi, et cette loi organique est déclinée de la Constitution, qui est d'examiner la première partie avant de venir à la deuxième. Si les oppositions, et c'est notre souhait, mais si les oppositions souhaitent que nous puissions parler d'âge, il ne tient qu'à elles de retirer leurs amendements d'obstruction pour que nous puissions arriver à l'article 7. Olivier Dussopt, le député de la France Insoumise, Thomas Porte, a été suspendu pendant 2 semaines de l'Assemblée nationale après avoir cette mis en scène écharpe tricolore en bandoulière, le pied sur un ballon de foot à votre effigie. Est-ce que vous avez pu lui parler depuis ? Est-ce que vous souhaitez le faire ou est-ce que vous considérez que tout ça est terminé maintenant ? Je n'ai pas de contact avec lui, il n'en a pas cherché non plus. Je considère que l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale a pris une décision qui lui appartient. Je n'ai pas de commentaire à faire parce que c'est la séparation des pouvoirs. Ça vous a touché ? Évidemment, ça touche toujours, mais je vais vous dire, que ce soit mon visage ou celui d'un de mes collègues, c'est pareil. C'est l'acte, c'est le symbole de la photo qui compte. Lui dit que ça n'était absolument pas un appel à la violence, mais une photo qui se voulait humoristique. Chacun son humour dans ce cas-là, mais visiblement, il n'est pas partagé par grand monde. Mais pour moi, c'est quelque chose qui est derrière. Je trouve que c'est consternant et c'est surtout consternant pour l'auteur. C'est la bonne sanction qui a été prise par l'Assemblée nationale ? Le bureau de l'Assemblée nationale est souverain et le gouvernement n'a pas à commenter les décisions souveraines de l'Assemblée. Ça s'appelle la séparation des pouvoirs. Olivier Dussopt, vous disiez à l'instant vouloir parler du fond de la réforme. Allons-y. Le mois dernier, Elisabeth Borne était sur ce plateau. Elle était à votre place et on l'a interrogée sur la durée de cotisation. Je le dis très clairement, nous n'irons pas au-delà des 43 années de cotisation qui sont prévues dans la réforme Touraine pour avoir une retraite à taux plein. Ça veut dire que quand j'entends des gens qui vous disent on devra travailler ou vous devrez travailler 47, 48 ans, c'est faux. Personne ne devra travailler 47 ou 48 ans. Nous n'irons pas au-delà des 43 ans prévus dans la réforme Touraine. Elle le dit très clairement, mais est-ce qu'elle dit la vérité, Elisabeth Borne ? Évidemment, et ça me permet de souligner un point sur ce débat à propos de la durée de cotisation.
Nous sommes actuellement dans un système qui fait qu'il faut cotiser au minimum 42 ans pour avoir une retraite à taux plein. Et d'ailleurs, quand vous parlez avec vos voisins, vos amis, votre famille, les gens qui vous parlent de retraite disent « il faut que j'aille jusqu'à 42 ans de cotisation pour avoir droit à ma retraite à taux plein ». Ça a toujours été un minimum. La réforme dite Touraine de 2013, au début du quinquennat de François Hollande, a porté ce minimum à 43 ans. Nous accélérons la mise en œuvre. Oui. Et la Première ministre l'a dit, nous n'irons pas au-delà. C'est-à-dire que nous n'irons pas au-delà de cette durée minimale de 43 ans. Pourtant, il y a certaines personnes qui font plus. Ce qu'il faut souligner, c'est que c'est un plancher. La durée de cotisation a toujours été un plancher. Je prends juste un exemple. Il n'y a pas très longtemps, 20 ans. 20 ans, c'est l'échelle d'une génération. Avant 2003, il n'existait pas de dispositif carrière longue. La retraite était à 60 ans et la durée de cotisation minimum était à 37 ans et demi. Vous aviez des gens qui faisaient des études, qui commençaient leur carrière vers 22 ans et demi, qui travaillaient 37 ans et demi, qui prenaient leur retraite à 60 ans à taux plein. Puis vous en avez d'autres qui avaient commencé à 15 ans, dans un atelier, dans une usine, qui travaillaient 45 ans pour avoir droit à leur retraite à taux plein. Progressivement, avec la réforme de 2003, puis celle de 2010, puis celle que nous portons, nous avons réduit cet écart. Donc aujourd'hui, nous disons que nous accélérons la mise en œuvre de la réforme de Marisol Touraine pour aller à 43 années minimum de cotisation. Nous ne voulons pas aller au-delà, mais évidemment, il y aura toujours des hommes et des femmes qui travailleront quelques mois de plus. Qui sont justement ceux qui ont commencé le plus tôt. C'est eux qui vont, pour certains, ceux qui ont commencé à 15, 16, 17 ou 18, qui vont devoir cotiser 44 ans. Ça peut être des gens qui ont commencé à travailler très tôt. Ouais. Ça peut être d'autres exemples. Il y a par exemple un cas aujourd'hui, quand vous êtes enseignant dans le primaire, dans le cycle primaire, si vous avez le nombre de trimestres et l'âge de départ en cours d'année, vous devez aller jusqu'à la fin de l'année et le gouvernement revient sur cette mesure. On pourra s'arrêter désormais. C'est la démonstration que ça n'a toujours été qu'un plancher et que nous réduisons l'écart au maximum. Par contre, Olivier Dussopt, le numéro 2 des Républicains, Aurélien Pradié, vous demande justement d'ajuster ce dispositif des carrières longues pour que personne ne cotise plus de 43 ans dès lors qu'on est rentré, on va dire, tôt sur le marché du travail, c'est-à-dire grosso modo avant 20 ans. Est-ce que vous êtes prêt à reprendre son amendement là-dessus ? D'abord, première chose, il n'est pas le seul à nous le demander. Les Républicains tout entiers nous le demandent et la majorité nous le demande aussi. Est-ce que vous allez le faire ? Deuxième chose, nous ne prendrons pas son amendement en tant que tel. Parce que l'amendement de M. Pradié dit que dès lors qu'on a cotisé un trimestre avant 21 ans, on est carrière longue. Alors il dit qu'il est revenu sur ce point-là. Ce que nous allons faire. Et qu'il est revenu à sa proposition d'avant, qui est celle que je viens de rappeler. C'est-à-dire pas plus de 43 ans pour ceux qui ont commencé tôt. Est-ce que ce point-là est amendable ? Ce que nous allons faire, et ce que la Première ministre a dit, et qui répond à la demande du groupe des Républicains à l'Assemblée, et du Parti républicain, mais aussi, je le répète, de notre majorité, c'est que nous allons inscrire dans la loi un dispositif dit carrière longue pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans. Aujourd'hui, le dispositif carrière longue, pour le cas le plus élevé en âge, dit que si vous avez cotisé 4 ou 5 trimestres selon votre date de naissance avant vos 20 ans, vous avez droit à un départ anticipé de 2 ans. Nous allons dire que si vous avez commencé à travailler et que vous avez cotisé 4 ou 5 trimestres avant vos 21 ans, vous avez droit à un dispositif carrière longue avec un départ anticipé de 1 an pour justement limiter. Ça ne répond pas à la question, Olivier Dussopt. Est-ce que tous ceux qui vont travailler, qui ont commencé à travailler avant 21 ans et qui vont devoir cotiser 44 ans, eux vont être limités à 43 ans ? Je reformule ma question plus simplement. Est-ce que vous trouvez juste qu'une personne qui a travaillé à partir de 18 ans, qui entre dans le dispositif carrière longue, doit attendre 62 ans pour partir à la retraite et donc cotiser 44 ans ? D'abord, si une personne a commencé à travailler avant 18 ans, aujourd'hui, dans le dispositif que nous proposons, ça sera un départ à 60 ans et pas 62. Elle doit cotiser... à condition d'avoir cotisé 4 à 5 trimestres avant 18 ans. Si elle n'a pas cotisé 44 ans, elle n'aura pas sa retraite à taux plein. C'est une nouveauté. Dire que personne ne cotisera un jour de plus que 43 ans, ça serait mentir aux Français. Parce que ça n'a jamais existé, ça a toujours été un plancher. Mais c'est ce qu'a dit Elisabeth Borne sur ce plateau. Mais non, Elisabeth Borne a dit que nous n'irons pas au-delà de cette durée minimum. Elle n'a jamais parlé de plafond. Ça n'a jamais été un plafond. On n'a pas compris, alors. Ça n'a jamais été un plafond, il faut toujours le rappeler. Et les Français le savent très bien puisqu'ils disent eux-mêmes qu'il faut travailler au minimum X années pour avoir droit à une retraite à taux plein. Donc ça ne bougera plus, ce point, pour être très précis, ça ne bougera pas, il n'y aura pas de... Si, je viens de dire à l'instant... Si, l'extension moins de 21 ans, mais ça avait été annoncé dans la réforme d'Elisabeth Borne, les carrières longues en dessous de 21 ans. C'est une annonce que la Première ministre a faite il y a 10 jours et que nous allons traduire en amendement et qui répond à la demande du groupe des Républicains. Bon, il y a encore beaucoup de points dans la réforme qu'on va essayer d'examiner avec vous, Olivier Dussopt. Le fil info à 8h42 tout d'abord avec Maureen Suignard. Vous avez finalement jusqu'à la fin du mois de mars pour en faire une demande pour recevoir votre indemnité carburant. Un chèque de 100 € pour les travailleurs modestes qui prennent leur voiture. 3 millions de Français ont déjà rempli le formulaire, mais 10 millions sont éligibles au total. Le président de la République a mis une ligne rouge tellement forte qu'on ne peut pas trouver d'accord. C'est ce que regrette sur France Info l'UNSA ce matin. Nouvelle journée d'action jeudi. Les députés reprennent l'examen du texte sur la réforme des retraites cet après-midi. Le bilan est déjà extrêmement
extrêmement lourd et pourrait encore doubler. 33 000 morts en Turquie et en Syrie à cause des séismes la semaine dernière, mais de nombreux corps se trouvent encore sous les décombres et les autorités doivent maintenant aider les centaines de milliers d'habitants qui se sont retrouvés sans abri. Après 7 ans sans être montée sur scène, Rihanna enflamme la mi-temps du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain, événement suivi par des millions de téléspectateurs. La superstar en a profité pour annoncer qu'elle attendait son deuxième enfant. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brakia, Marc Fauvel. Toujours avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Depuis que cette réforme a été présentée, il y a un flou sur le minimum de pension à 1 200 €. Tous les ministres et les membres de la majorité qui ont défilé sur ce plateau et dans les autres médias expliquent qu'avec cette réforme, il n'y aura plus aucune pension à moins de 1 200 € brut, soit 85% du SMIC pour une carrière complète. Est-ce que c'était une erreur de formuler les choses comme ça ? Dès lors qu'on dit que c'est pour une carrière complète, c'est très vrai. Ça n'a pas toujours été dit comme ça. Reprenons les choses depuis le début. Les choses depuis le début, c'est reprendre l'engagement du président de la République pendant la campagne présidentielle, qui a dit qu'il souhaitait que le minimum de pension pour une carrière complète au niveau du SMIC soit 85% du SMIC, à plein temps. soit à peu près 1 200 €. À plein temps, vous avez raison. Et ça n'était pas dit, c'était la petite astérisque. Quand on dit carrière complète, c'est cela. Je prends carrière juste... complète, c'est 43 trimestres. Je prends juste un exemple. J'ai répondu il n'y a pas très longtemps à une lectrice dans une opération qu'on appelle face au lecteur. Cette dame m'a dit « j'ai travaillé toute ma vie à mi-temps ». Elle a gagné à peu près 700-750 € par mois pendant toute sa vie à mi-temps. Est-ce que c'est un temps partiel subi ou choisi ? Je ne le sais pas. Elle m'a demandé si elle aurait droit à une pension à 1 200 €. Quand je lui ai dit qu'on ne pouvait pas imaginer un système où la retraite versée soit supérieure au salaire perçu pendant toute une vie, elle l'a très bien compris. Elle aurait évidemment préféré toucher plus, mais elle l'a très bien compris. Et donc l'engagement du président de la République, c'est une pension à 85% du SMIC pour une carrière complète à temps plein et au niveau du SMIC. Oui. Et quelle est la conséquence de cette mesure ? La conséquence de cette mesure, elle est double. C'est d'abord permettre, année par année, nous avons 800 000 départs à la retraite chaque année. Il y a 200 000 nouveaux retraités par an, soit 1 sur 4, 200 000 sur 800 000, qui vont avoir une pension revalorisée grâce à cette réforme. Mais pas forcément à 1 200. Pas tout alors, certains iront jusqu'à 1 200, mais d'autres non. La revalorisation va aller de 25, 30 jusqu'à 100 €, et ça sera proratisé en fonction du fait que la carrière soit complète ou non. Avec une revalorisation moyenne, ça c'est votre étude d'impact, celle du gouvernement qui le dit, pour les retraités actuels, non pas de 100, mais de 50 € bruts. Oui. Première chose, les nouveaux retraités. Oui. 1 sur 4 aura une pension meilleure grâce à cette réforme que sans la réforme. Et après, nous avons pris l'engagement, à la demande de la majorité, là aussi du groupe des Républicains, d'appliquer cette revalorisation aux actuels retraités. Ils sont 17 millions, et sur 17 millions, 1 800 000 va pouvoir bénéficier d'une revalorisation, qui peut aller jusqu'à 100 € avec une moyenne autour de 60 €, vous l'avez dit. Mais au il final, faut mesurer. Qui va toucher les 1 200 €, Olivier Dussopt, pour être clair ? Il faut mesurer que nous parlons de toutes petites pensions. Et ceux qui considèrent qu'une revalorisation de 60, 70, 80 € sur une pension à 900 €, ça ne compte pas, se trompent. C'est quelque chose qui est important. Mais ceux qui vont bénéficier de cette garantie à 1 200 € à la fin de l'année 2023, c'est ceux qui prendront leur retraite après avoir fait une carrière complète à temps plein, et au niveau du SMIC. Vous dire aujourd'hui. Combien de personnes ça ? Et vous dire aujourd'hui. Parce que s'il faut justement ne pas avoir fait de temps partiel, s'il faut avoir tous ces trimestres et avoir été au SMIC tout au long de sa vie. Mais il ne faut pas avoir gagné trop non plus. Non, mais vous aurez des gens concernés qui auront pendant une période gagné un peu plus que le SMIC, pendant une autre période un peu moins que le SMIC. Ça n'est pas totalement linéaire tout cela. Vous dire aujourd'hui, mois par mois, je sais exactement combien de personnes vont être concernées par un départ à la retraite avec 168 trimestres aujourd'hui, 172 demain, une moyenne au SMIC et à temps plein, c'est un exercice de voyance. Je vous pose la question différemment, Olivier Ce que nous savons calculer, c'est le fait que 200 000 retraités par an sur 800 000 vont avoir une pension meilleure grâce à cette réforme que sans la réforme. C'est ça le plus important. Donc il ne s'agit pas du tout d'une retraite minimum, Olivier Dussopt. C'est ni d'une retraite planchée, comme a pu le dire par exemple Marlène Schiappa. Si, c'est dans le cas d'une carrière complète au SMIC, ça permet d'avoir cette retraite planchée. Et j'ajoute un point qui est important. Oui. En 2003, ce principe 85% du SMIC pour une carrière complète au niveau du SMIC dans la loi et depuis ça n'avait pas été respecté. Personne ne l'a mis en œuvre et non seulement nous le mettons en œuvre, mais nous prévoyons un mécanisme d'indexation qui permettra, c'est un peu technique, mais d'indexer le minimum contributif sur le SMIC et donc de garantir ce minimum de retraite pour une carrière complète au SMIC. Pendant les années qui viennent, ça n'avait jamais été fait.
Sur la question du travail des seniors, Olivier Dussopt, vous proposez dans la réforme la mise en place d'un index senior obligatoire dans toutes les entreprises de moins 50 salariés. Mais on n'a pas bien compris. Quand Elisabeth Borne parle de sanctions possibles, est-ce que ce sont des sanctions pour les entreprises qui ne publient pas l'index ou pour les entreprises qui n'ont pas assez de seniors dans leurs effectifs? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. La loi telle qu'elle est présentée au Parlement aujourd'hui prévoit 2 choses. Elle prévoit que cet index, qui va permettre de mesurer l'implication des entreprises, soit obligatoire pour les entreprises de plus de 300 salariés. Et s'il n'y a pas de respect de cette obligation de transparence, cette obligation de publicité, il y a une sanction financière. Et il y a un deuxième point, qui est une obligation de négociation sur l'emploi des seniors, en disant aux entreprises de plus de 300 salariés, vous êtes obligés de négocier avec les organisations syndicales un emploi sur les seniors. Avec une obligation de résultat dans ces négociations ou pas? Qu'est-ce que nous allons modifier? Nous allons modifier pendant le débat. Nous allons modifier les choses sur 2 points. Premier point, les députés de la majorité nous disent 300 salariés, c'est trop important, il faut descendre à 50. C'est pour ça que j'ai dit 50 directement, c'était pour gagner une minute. Mais nous avons dit oui, et nous allons aller à 50, mais progressivement, parce qu'il faut adapter les choses aux petites entreprises, et 50 salariés, ça sera obligatoire à partir de 2025. Et deuxième chose, la majorité, si une entreprise joue le jeu, et qu'elle publie ses résultats, elle ne sera pas sanctionnée. Elle négocie un accord, mais si elle ne fait rien, si ces résultats ne s'améliorent pas au bout d'une période d'observation, qu'est-ce qui se passe? Dans ce cas-là, il faut des actions plus coercitives, soit des plans d'action obligatoires et à défaut, des sanctions financières. Et nous disons oui. Mais dans un deuxième temps... Pourquoi on ne va pas directement, pardon, je vous coupe parce que j'essaie de comprendre vers où vous allez, pourquoi on ne va pas directement vers les sanctions sur les entreprises qui ne jouent pas le jeu d'avoir des seniors dans leurs effectifs? Peut-être parce que... D'abord, c'est ce que Gabriel Attal ou Olivier Véran nous laissaient penser quand d'abord, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale en matière d'emploi des seniors, il faut le rappeler. Et donc, si on crée un mécanisme d'incitation, si on crée un mécanisme de mesure, avant de mettre des sanctions sur la situation et la politique des entreprises en matière d'emploi des seniors, il faut aussi laisser aux entreprises, c'est une forme de fair play, le temps de s'adapter, de faire les efforts nécessaires. Et donc, il faut procéder par étapes, créer l'outil de la mesure, c'est l'index, sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu de la transparence, et puis après, si parmi ceux qui sont soumis à cet index, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de volonté de faire, là, il faut prévoir un mécanisme coercitif. Et ça, ce sera dans la loi? Oui. Ce sera ajouté là d'ici vendredi à l'Assemblée. Ce sont des amendements du groupe Renaissance auxquels nous donnerons un avis favorable. Et j'espère que l'obstruction ne nous empêchera pas de les examiner. Olivier Dussopt, ministre du Travail, invité de France Info jusqu'à 9h. Le fil info à 8h50 avec Maureen Suignard. Des stupéfiants retrouvés au domicile de Pierre Palmade, c'est une information France Info. L'humoriste impliqué dans un accident de la route vendredi. Les enquêteurs recherchent toujours 2 hommes vus au moment du choc. Sur France Info, la porte-parole du ministère de l'Intérieur les appelle à se rendre pour faire avancer l'enquête. 5 jours pour examiner 16 000 amendements au total après une première semaine de débat houleux. Les députés se retrouvent cet après-midi à l'Assemblée nationale pour débattre donc de la réforme des retraites. La CFDT, Force ouvrière et la CGT affirment qu'Elisabeth Borne les a appelés ce week-end pour discuter des carrières longues, mais les manifestations de ce jeudi sont maintenues. Des opérations de recherche pour trouver des débris sont en cours. Les Américains viennent d'abattre un nouvel objet non identifié. Le Pentagone indique pour le moment ne pas savoir si l'objet pouvait être utilisé pour de la surveillance. La semaine dernière, Washington accusait Pékin d'utiliser des ballons espions. Un épisode de pollution aux particules fines dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône et la métropole lyonnaise également. Il est demandé aux automobilistes de réduire leur vitesse. France Info. Le 8-30 France Info, Salia Brachia, Marc Fauvel. Toujours avec le ministre du Travail, Olivier Dussopt, le report de l'âge légal de 2 ans fait perdre aux femmes le bénéfice des trimestres liés aux enfants. Comment vous comptez y remédier ? Il n'y a pas que le report qui atténue l'effet des trimestres validés pour maternité, il y a aussi la durée de cotisation qui s'est allongée depuis 2013. Il y a une situation qui est très particulière et très complexe sur la question des femmes. D'abord, il faut rappeler que depuis des années, 30 ans, l'âge effectif, l'âge constaté de départ des femmes est supérieur à celui des hommes, parce que, et c'est le fruit des inégalités salariales, des inégalités de carrière, elles sont plus exposées aux carrières hachées et donc mécaniquement partent plus tard que les hommes, indépendamment de tout âge légal. Aujourd'hui, nous sommes dans une période où l'âge s'est égalisé, l'âge effectif de départ. Et dans le temps, et avec la réforme comme sans la réforme, cet âge de départ effectif des femmes va être progressivement inférieur à celui des hommes, y compris avec l'application de la réforme. Il y a tout un débat qui s'est ouvert autour de ces trimestres, parce qu'effectivement, lorsque l'âge de départ est augmenté, lorsque la durée de cotisation augmente, il y a un certain nombre de femmes qui ont une carrière quasiment complète, qui ont cotisé 40, 41 ans, qui ont des enfants et qui ont
le sentiment, et ce n'est pas qu'un sentiment, que les trimestres validés au titre de du congé maternité, au titre de la maternité, sont moins utiles et moins pertinents en fin de carrière. Nous avons dit avec la Première ministre que nous souhaitons ouvrir un vrai débat, et un débat très approfondi sur la question des droits familiaux. Pourquoi cela ? Pour 2 raisons. La première est d'abord des inégalités. Aujourd'hui, lorsque vous êtes une femme et que vous avez un enfant, on vous valide 4 trimestres si vous êtes affilié au régime général, en gros le secteur privé. Oui. Si vous êtes dans le secteur public, on ne vous valide que 2 trimestres. Pourquoi cette inégalité ? Et il y a d'autres inégalités en matière de droits familiaux. Puis il y a un deuxième phénomène qui fait que lorsque ces trimestres validés, l'octroi de ces 4 trimestres validés, a été décidé à la fin des années 60, au début des années 70, on était alors à une période où une femme qui accouchait n'était pas suffisamment indemnisée en congé maternité pour cotiser un trimestre, s'arrêtait de travailler et perdait des trimestres. Donc ces 4 trimestres venaient en compensation de trimestres perdus. Aujourd'hui, c'est plutôt une évolution positive. La plupart des femmes, beaucoup de femmes, peuvent à la fois cotiser des trimestres pendant le congé maternité et reprendre leur activité dans des conditions assez classiques. Et donc ces trimestres validés viennent non pas en compensation, mais en plus. Est-ce que ces trimestres ont le même intérêt pour toutes les femmes ? La réponse est non. Celles qui ont des carrières hachées ont évidemment un intérêt à ces trimestres, parce que ça permet de compléter une carrière et de partir à la retraite à un âge logique, classique. Et celles qui ont une carrière complète, même si elles ont commencé parfois à travailler un peu plus tard du fait d'études, ont peut-être moins d'intérêt avec le temps à avoir ces trimestres-là. Et donc je pense qu'il faut qu'on revoie l'intégralité des droits familiaux. Mais dans quel cadre ? Dans le cadre d'un débat que nous voulons ouvrir. Pas dans la réforme des retraites. Voilà. Non, parce que si on le faisait dans le cadre de cette réforme, au-delà des mesures que nous avons prises, et j'y reviendrai si vous le voulez bien, si on le faisait dans cette réforme, il y aurait un grand risque que ce soit assez bâclé d'une certaine manière. Notre objectif avec la Première ministre... Mais ça n'aurait pas pu être fait en amont ? Franchement, l'étude d'impact du gouvernement dit aujourd'hui c'est aux femmes qu'on va demander le plus d'efforts en termes de... Je ne partage pas ce point de vue parce que, je l'ai dit, en 2030, l'âge effectif de départ des femmes à la retraite sera toujours inférieur. Oui, mais ça aurait été le cas sans la réforme. Les femmes auraient été plus pénalisées dans cette réforme. Le nombre de mois travaillés, il y en aura davantage pour les femmes que pour les hommes pour avoir une retraite à taux plein. D'une immense complexité. Il faut ajouter à cela le fait que, en matière de pension de reversion, parce qu'on parle là aussi de droits familiaux, il y a 13 régimes obligatoires avec à chaque fois des inégalités assez terribles. Il faut remettre tout ça sur la table. Mais ça fera l'objet d'une autre loi. Il y aura une loi spécifique pour les femmes. Il y aura un projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ça peut être le bon véhicule. Donc vous dites aux femmes qui s'inquiètent aujourd'hui, oui, c'est sur vous qu'on demande le plus d'économies, mais il y aura autre chose après. Je l'ai dit, je ne partage pas ce point de vue, mais je dis surtout que c'est un débat que nous ne voulons pas fermer, et c'est un débat que nous voulons totalement reprendre au vu de la situation de l'emploi aujourd'hui, de l'augmentation, et c'est une très bonne chose, du taux d'emploi des femmes et de la carrière des femmes. Et puis, je vais un cran plus loin. La réalité, quand on parle de cela, c'est qu'on parle de l'inégalité de pension entre les femmes et les hommes. Elle est réelle. Oui. Aujourd'hui, elle est encore de presque 30%. Mais pourquoi ? Le système de retraite que nous avons, tel que nous le connaissons... c'est important. Vous ne partagez pas le même constat que l'étude d'impact. Je vais au bout de cette phrase. Allez-y. Le système de retraite que nous avons aujourd'hui n'est pas construit pour être injuste vis-à-vis des femmes. Le système de retraite... Il reflète les injustices qu'il y a pendant les inégalités de carrière, les inégalités mais là, en termes de durée de travail de pour avoir droit à la retraite, il les accentue. La réforme va les accentuer. C'est ce que dit l'étude d'impact pour toutes les générations de femmes. Il faudra travailler davantage de mois que les hommes pour partir à la retraite. Ce que dit l'étude, en revanche, Olivier Dussopt, c'est que les femmes qui iront jusqu'au bout toucheront une pension de retraite supérieure de 2,2% à aujourd'hui, alors que les hommes, c'est 0,9%. Mais en termes de temps travaillé et d'efforts demandés, c'est bien les femmes. Non, je ne partage pas cette chose. Je le dis, l'âge d'effectif de départ restera inférieur à celui des hommes. Ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, mais je sais que ce débat sur la question des inégalités femmes-hommes est très long, et c'est l'intérêt de saisir le Conseil d'orientation des retraites et les chambres du Parlement pour cela. Donc on va ressaisir le corps pour qu'il réfléchisse à la retraite. C'est ce que nous avons déjà dit le 10 janvier avec la Première ministre. Par contre, ce que j'ajoute, et ce que je veux absolument souligner, c'est que dans la réforme telle que nous la présentons, nous avons fait le choix d'intégrer certaines dispositions pour protéger les femmes qui sont les plus fragiles, en tout cas celles les plus exposées aux inégalités professionnelles. Le fait d'intégrer une partie des congés parentaux, ceux cotisés au titre de l'assurance vieillesse des parents au foyer, dans les critères d'éligibilité, soit au dispositif de départ anticipé pour les carrières 3000 femmes par an, ça concerne. Soit pour l'accès au minimum de pension, quand on sait que ce sont les femmes qui, du fait des inégalités que j'ai décrites précédemment, sont les plus concernées malheureusement par les petites pensions. C'est la volonté d'aller plus avant sur la protection des femmes qui ont les carrières les plus hachées. Juste la proposition de la droite, Olivier Dussopt. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs, lui propose que celles qui ont élevé au moins 3 enfants
et le choix, travailler jusqu'à 64 ans et bénéficier donc d'une surcote sur leur pension ou opter pour un départ anticipé à 63 ans. Que dit le gouvernement là-dessus ? Je dis que ça se regarde dans le débat que nous allons ouvrir après le vote de cette réforme et dans le cadre de la préparation du PLFSS pour 2024. Le projet de loi de Pas tout de Sécu. suite. Donc, vous nous confirmez simplement d'un mot, Olivier Dussopt, que les différentes pistes qui sont aujourd'hui sur la table pour les femmes feront l'objet d'une autre loi. Il y aura, tout est sur la table aujourd'hui dans cette loi actuelle. Il n'y aura pas de surprise cette semaine à l'Assemblée. Je vais être très précis. Oui. Je n'ai pas parlé d'autres lois, j'ai parlé d'un horizon. D'un autre projet de loi de Sécu dans un an. Il y en a un par an en général. C'est assez pratique pour avoir des échéances et pouvoir ainsi travailler. Merci à vous, Olivier Dussopt, ministre du Travail, et qui porte donc cette réforme des retraites. Était ce matin l'invité de France Info. Merci, bonne journée à vous.